Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Il y a eu du changement depuis la création de ce podcast puisque je suis désormais moi-même expatriée à Berlin. Si tu as des questions sur l'expatriation, écris-moi sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Et pour soutenir ce podcast indépendant, abonne-toi. Si un épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut intéresser quelqu'un, partage-le avec tes proches. Bonne écoute. Nous accueillons aujourd'hui non pas un, mais deux invités. C'est parti pour un épisode sur l'île de Taïwan, un petit état à l'est de la Chine, peu connu à l'exception du Made in Taiwan. Bonjour Sarah et Elias. Je vous laisse vous Bonjour. présenter à nos auditeurs en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, moi, je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Je suis née dans la région lyonnaise et je suis depuis une dizaine de mois à Taïwan, à Taipei, dans la capitale. Et moi, c'est Elias, 26 ans. Pareil, je suis de Lyon à la base et avec Sarah, ça fait 10 mois qu'on vit à Taïwan, effectivement. Et alors, qui de vous deux a pris la décision de partir vivre à Taïwan? Alors, à la base, c'était vraiment particulier parce qu'on voulait s'expatrier, mais Taïwan, c'était pas notre destination première. À la base, on voulait aller au Canada. Et puis finalement, tout était prêt et au dernier moment, tout a été annulé. Et on a regardé tous les deux les autres pays pour lesquels on avait un peu d'attrait. Donc, c'était forcément par rapport à l'Asie, peut-être la Corée du Sud, peut-être la Corée du Sud, peut-être Taïwan. Et finalement, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire le saut à Taïwan, découvrons cette île. Ça a l'air intéressant, la culture avait l'air sympa. En Donc, étant attiré par l'Asie, comment se fait-il que votre première idée d'expatriation, c'était le Canada? à la base, c'était purement. Enfin, on avait des facilités professionnelles à aller là-bas, puisque je travaillais pour une compagnie qui était prête à m'envoyer là-bas. Ils n'avaient pas beaucoup En fait, ils n'avaient pas de siège en Asie, alors qu'ils en avaient un en Amérique du Nord. C'était comme ça que ça s'était fait à la base, purement par facilité. D'accord, donc votre idée première, enfin vos envies, c'était quand même de partir en Asie à tous les deux, ou est-ce qu'il y en a un à qui ça disait plus qu'à l'autre? Alors, pour ma part, j'avais jamais pensé à l'Asie. Je ne sais pas forcément l'expliquer, mais j'avais pas de curiosité à aller là-bas plus que dans un autre continent. Et c'est plutôt Elias qui, depuis longtemps, avait envie d'aller en Corée ou au Japon, en Asie, donc à Taïwan. Donc, c'est plus lui qui m'en a parlé et c'est comme ça que l'idée, elle est venue chez nous deux. Mais à la base, ça vient de lui, l'Asie. Et alors, partir début 2020, à l'aube de la Covid-19, comment ça s'est passé? Partir en Asie pendant le début de la crise sanitaire, est-ce que vous en aviez conscience ou pas du tout? Oui, alors à la base, c'est ce qui était vraiment drôle parce que au tout début de la crise sanitaire, en France, on disait beaucoup que le virus était en Asie, qu'il allait jamais venir en France. Et je me souviens qu'avant de partir à Taïwan, quand je l'ai annoncé à mes anciens collègues, ils m'avaient tous dit attention, Taïwan, c'est juste à côté de la Chine. À mon avis, vous serez les premiers touchés, etc. Et c'est vrai qu'on avait tellement fait beaucoup de démarches pour en arriver là qu'on s'était dit sautons pas. Ça fait un peu peur, certes, mais sautons le pas. Sachant que nous, quand on est arrivé à Taïwan, ils avaient mis déjà en place beaucoup de mesures, des mesures de quarantaine pour tous ceux qui venaient de la Chine, d'Hong Kong, de Macao, etc. Donc c'était un peu un saut dans l'inconnu à ce niveau-là, concernant le Covid. Mais au final, c'est une décision qui s'est avérée payante Oui, à la fin. puisqu'aujourd'hui, ils ont très bien géré la situation sanitaire. Et alors, vous partez tous les deux avec un PVT, un Working Holiday Visa en poche. Oui, Oui, on a tous les deux fait un PVT. Donc, c'est aussi ce qui a joué dans notre choix de destination, parce qu'il y a certains PVT qui s'arrêtent à 26 ans. Donc, Elias était tout juste à la limite. Donc, ça a joué aussi l'âge. et ouais, au final, le PVT, ça offre quand même une assez grande liberté parce que ça nous permet de rester un an sur le territoire, qu'on ait un travail ou pas. Ça permet aussi de signer des contrats, enfin, de pouvoir travailler très facilement. Il n'y a pas beaucoup de paperasse administrative à remplir. Donc le PVT, c'était ce qui était vraiment top. D'autant plus qu'en PVT, enfin, en Asie, je dirais,
le PVT, il y a beaucoup de quotas que certains pays remplissent très rapidement, tandis qu'à Taïwan, la plupart du temps, le quota n'était pas rempli. Donc, on était quasiment sûr à 100% de pouvoir l'avoir très, très facilement, de pouvoir arriver au Canada avec un permis de travail. À Taïwan. À Taïwan, pardon. Avec un permis de travail, oui, très facilement, comme je disais. Et alors, vous partez à Taïwan. Est-ce que tous les deux, vous parlez un petit peu le chinois ou pas du tout? Pas du tout. Alors moi, j'en ai fait 1 an au lycée, mais dans un âge où c'était pas ma priorité, donc j'avais de très faibles bases. Et du coup, non, on est parti en se disant, bon, on pense que dans la capitale, ils vont parler anglais. C'est une culture qui est très réputée pour être bonne à l'école et apprendre l'anglais. Donc, on s'est dit, bon, on va d'abord parler anglais, et puis après, on verra pour le chinois. Ouais. Et puis pour le taïwanais, surtout parce qu'il y a des différences entre les deux, du coup. Oui, alors quelle est la langue majoritairement parlée? Alors en fait, c'est vrai qu'ici, ils aiment pas trop dire qu'ils parlent le chinois. Ils préfèrent dire qu'ils parlent le mandarin. La différence entre le chinois parlé en Chine, le chinois parlé à Taïwan, c'est l'accent qui est un peu différent. Quelques mots aussi qui sont un peu différents. Également en Chine, ils écrivent le chinois simplifié, le mandarin simplifié, tandis qu'à Taïwan, ils l'écrivent en traditionnel. À Taïwan, à Hong Kong également, j'ai cru comprendre qu'ils l'écrivent en traditionnel. Et au-delà de ça, ils ont un dialecte, c'est le dialecte taïwanais qui est vraiment différent pour le coup. Au même titre qu'en France, on a le breton, on a le basque. Ici, ils ont également le taïwanais. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'on parle taïwanais, parce que ce n'est pas le cas. Nous, on apprend le mandarin. Et également, on ne peut pas vraiment dire qu'on parle le chinois pour des questions politiques, entre guillemets. On Entre les deux apprend le pays. mandarin. C'est ça, C'est ça. exactement. Ok. Et alors, dans votre nouvelle vie à Taïwan, est-ce que vous avez pris une routine typique taïwanaise? Est-ce qu'il y a des différences culturelles marquantes que vous avez remarquées, dont vous aimeriez nous faire part? À Taïwan, ils ont ça me fait penser à un exemple qui est les repas. À Taïwan, ils mangent beaucoup plus facilement dehors, beaucoup plus tôt le soir, par exemple. Donc, maintenant qu'on a tous les deux un travail, c'est un peu plus encadré à cause de nos horaires. Mais c'est vrai qu'avant de trouver un travail, on allait facilement manger dans un night market ou dans des rues avec plein de... Alors, entre nous, on les appelle les boui-boui, mais c'est des restaurants où il n'y a pas de grande affiche, c'est pas des chaînes, etc. Et du coup, c'est vrai que sur les repas, quand on n'était pas encadré par nos horaires de travail, on a senti la différence avec la France. Parce que tout le monde mange un peu quand il veut, ce qu'il veut. Et puis, dans les night markets, etc. Enfin, par rapport au repas, je trouve qu'il y a une vraie différence culturelle. Oui, complètement. Complètement. Et est-ce que vous faites vos courses ou vous mangez quand même encore pas mal à l'extérieur? Est-ce que vous arrivez à trouver des produits européens ou est-ce que vous cherchez pas du tout ça? Comment ça se passe? Alors, on en a cherché. Pendant un long moment, on en a cherché, puis je pense qu'on a abandonné. Il y a pas beaucoup de produits typiquement européens, et les seuls qu'on peut trouver, ils sont très très chers. On essaye quand même de se faire à manger, nous, ici, même si la culture taïwanaise, globalement, d'ailleurs, pour donner un exemple, le premier appartement qu'on a eu ici, dans l'appartement, il n'y avait même pas de cuisine, en fait. La culture à Taïwan, c'est de manger à l'extérieur. Nous, c'est vrai qu'on essaie de faire l'effort quand même dans l'appartement dans lequel on est actuellement. On a une cuisine, donc on essaye d'acheter taïwanais. C'est beaucoup à base de noodles, c'est beaucoup à base de verdure. Là, ça, c'est particulier par rapport à la France. Ici, par exemple, la salade, ils la font cuire. Ce qui, pour nous change beaucoup. Ouais, ils utilisent beaucoup d'herbes aromatiques. C'est ça que tu voulais dire par verdure ou pas du tout? Non, vraiment de la salade que nous, d'ailleurs, la première fois qu'on en a acheté, on en a fait une petite vinaigrette, etc., pour la manger comme ça. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Non, ils ont Pas du vraiment tout. de la salade, enfin de la laitue, quoi, à faire cuire. Mais qui mangent dans la soupe, quoi. Ouais, qui font soupe. Ouais, c'est assez particulier. Mais on s'y fait. Est-ce que vous avez facilement trouvé un logement? Alors, quand on est arrivé à Taïwan, on a trouvé en 2 jours un logement. On avait même réservé trop de nuits en auberge. On ne les a pas toutes faites dans l'auberge de jeunesse, puisqu'ici, il y a... Alors, je pense que notre chance, c'est qu'avec le virus, justement, il y avait peut-être moins d'arrivées d'étudiants, etc. Donc, c'était peut-être plus facile, il y avait peut-être moins de personnes qui en cherchaient. Mais c'est vrai qu'on a trouvé facilement sur des groupes Facebook. Et par contre, il faut clairement revoir à la baisse ses attentes niveau logement quand on arrive à Taïwan.
parce que, comme Elias disait, la cuisine, c'est un luxe ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'appartements qui n'ont pas de cuisine. J'ai beaucoup, beaucoup de collègues qui n'ont pas de cuisine dans leur appartement. Et les loyers sont facilement chers quand même. Oui, c'est une capitale qui est assez chère. Par rapport au niveau de vie global, les loyers représentent un sacré budget. Ouais. Oui, parce que vous habitez en plein Taipei ou dans une banlieue? Alors, quand donc, nous, on a eu 2 appartements à Taipei. Le premier, il était dans un quartier populaire, Oui. En plein centre-ville, pas loin de la gare centrale. D'accord. C'était un quasi-studio. C'est un studio. Oui. Voilà, il n'y avait pas salle de bain et chambre, c'est tout, avec un petit balcon avec la machine à laver, parce qu'ici, les machines à laver se mettent sur le balcon. Et puis ensuite, on a trouvé un second logement plus excentré à l'est, puisque nos jobs, nos bureaux de travail déménagent et du coup, on voulait se rapprocher d'eux pour faire moins de trajets. Donc maintenant, on est un peu plus excentré et c'est pour ça qu'on peut se payer une cuisine et une chambre et un salon puisqu'on est plus loin du centre, beaucoup plus loin. D'accord, donc vous avez accès à des prix un peu moins exorbitants. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée d'un loyer moyen à Taipei, peu importe le quartier? Enfin, s'il y a des quartiers vraiment très chers, on peut les mettre de côté. Alors oui, si les expatriés qui arrivent veulent se mettre dans les quartiers d'expatriés avec des familles, entre guillemets, de 2 ou 3 enfants, avec des personnes qui ont des bons salaires, ça va être très cher. Après, il y a des quartiers où, à 2, je vais dire jeunes, entre guillemets, on payait à peu près notre studio 500 €. Oui, entre 500 et 600 €, c'est ça. Oui. En plein centre-ville, un studio qui fait dans les 20 mètres carrés, ça doit être dans les 600 € à peu près. Et ensuite, plus on va aller dans les quartiers d'expatriés, donc forcément, c'est des nouveaux bâtiments avec plusieurs chambres, des piscines sur les toits, etc. Là, ça se compte en milliers d'euros, forcément, les loyers. Et puis, dans le quartier dans lequel on est, qui est un quartier typiquement... Enfin, je crois qu'on doit être les seuls étrangers dans ce quartier. Oui. Pour un appartement dans les 50 mètres carrés, on paye environ 1 000 €, grosso modo. Je dirais. 50 mètres carrés, 1 000 €. Oui. Effectivement, moi qui habite à Berlin, qui est pourtant la capitale allemande, on n'est pas sur des prix aussi exorbitants. Est-ce qu'on pourrait dire que le niveau de vie est cher à Taipei? C'est une question très intéressante. Je me demande si on a assez de recul pour y répondre parce que même souvent entre nous, on en discute. À Taipei, on a l'impression que c'est quitte ou double ou noir ou blanc en fait. La vie n'est pas chère. Manger dehors coûte 2-3 € le midi, pas plus. Donc ça nous change par rapport à la France. Mais les loyers sont chers. Donc à chaque fois, il y a un thème qui coûte cher, comme le logement. Puis la nourriture, ça coûte pas du tout cher. Donc c'est vraiment toujours en dents de scie en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de juste milieu par rapport à la France. On n'a pas vraiment de comparaison. Il n'y a pas une moyenne générale. D'accord. C'est vrai que les loyers, pour le coup, c'est particulièrement élevé par rapport au niveau de vie. Sinon, c'est vrai que, comme le disait Sarah, même les vêtements ne sont pas chers. Faire des sorties, prendre des transports en commun, tout ça, c'est pas cher par rapport à la France. Et est-ce que quand vous vous baladez dans Taipei, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est pas trop différent culturellement? Est-ce que vous arrivez à bien vous sentir intégré? Est-ce que vous êtes facilement adapté à cette vie à Taipei? Alors, je prends une réponse en 2 parties. Je dirais que c'est vrai qu'on se le dit souvent, surtout quand on se balade le soir à Taipei, c'est tout illuminé, la ville, elle est clairement moderne. Et puis, Taipei 101, qui est un des plus grands gratte-ciels du monde, qui est illuminé, qu'on peut voir partout dans la ville. Ces soirs-là, c'est vrai qu'on se fait quand même la remarque, mais c'est dingue, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quelque chose qui est encore tout nouveau pour nous, même 10 mois après. Après, cela dit, en termes d'intégration, nous, on s'y sent très très bien à Taipei. C'est une vie qui est très paisible, c'est une vie qui est très calme, les gens sont chaleureux, respectueux. Mais cela dit, on sent que en tant qu'étranger, il y a quand même une espèce de distanciation qui se crée assez naturellement. C'est vrai que, par exemple, quand on prend les transports en commun, même si le bus va être bondé, il n'y a pas grand monde qui vient s'asseoir à côté de nous, ce genre de choses. Alors, c'est pas nécessairement que
on en a discuté un peu avec des locaux, enfin des Taïwanais. C'est plutôt une sorte de curiosité. C'est vrai qu'en tant qu'étranger, enfin, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, il n'y a pas une grande mixité à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt de la curiosité. Pas tant de la peur, mais on va dire un peu d'appréhension. Ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Et puis, je pense que pour l'exemple des transports en commun, en ce moment, les Taïwanais qui sont très respectueux des règles, et quand ils voient des étrangers, je pense, après c'est mon avis personnel, qu'ils se posent la question depuis combien de temps on est là. Parce que si on vient d'un pays où il y a eu beaucoup de cas avec le Covid, je pense qu'honnêtement, ils se posent la question depuis combien de temps on est ici. Exactement. En fait, vous pensez que qu'en temps normal, hors crise sanitaire, ils s'assiraient peut-être à côté de vous et là, ils pensent que vous êtes de simples touristes et par rapport au virus, ils ne s'assoient pas à côté de vous. Est-ce que c'est seulement ça l'explication? Non, je pense pas. Pour en avoir parlé avec des amis à nous qui vivent ici depuis plusieurs années, même avant la crise, c'était un peu comme ça. Enfin, en soi, c'est pas gênant. C'est juste une situation particulière. On s'y habitue très vite. Hein. Moi, je suis content d'avoir une place libre à côté de moi. Mais, Je pense que c'est en même temps voilà, un petit peu de crainte. Et puis, d'un autre côté, ils sont tellement gentils et viennent tellement nous aider de temps en temps quand ils voient dans la rue qu'on est avec Google Maps et qu'on ne sait pas où aller, que des fois, je me demande en fait à cause de quoi. Parce que c'est... Donc, au final, la réponse à la question. Pas de réponse mystère, c'est pas grave. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire prendre en photo dans la rue, comme ça arrive souvent en Asie? Alors, j'ai pas de souvenir d'une fois où vraiment j'ai été gênée par une prise de photo de quelqu'un. Après, c'est vrai qu'à Taïwan, c'est assez rigolo. Les gens se prennent en photo avec tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment, à n'importe quel nombre. Et du coup, ils s'en fichent un peu qu'il y ait un attroupement ou qu'on soit sur la photo ou quoi que ce soit. Et moi, particulièrement, des fois, ça m'embête. Parce que je sais qu'à Lyon, ou même en France ou en Europe, je suis la personne qui va râler et dire oui, mais bon, vous prenez une photo, puis on mange à la table d'à côté, on n'a peut-être pas envie de se faire prendre en photo. Je suis un petit peu sévère sur ce thème-là. Et à Taïwan, c'est vrai que s'il y a les animations, par exemple, de Noël, la semaine dernière, on était vers des animations de Noël. Il y avait une voiture pleine de cadeaux et puis ils faisaient tous la queue pour se prendre en photo. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'autour, il y avait 30 personnes qui continuaient à prendre l'animation en photo alors qu'il y avait des familles, des enfants, tout le monde qui passait devant, quoi. Du coup, moi, je me disais, mais la personne n'a peut-être pas envie que 50 personnes la prennent en photo. Mais là-dessus, ils sont très libérés. Hein. Ouais. Esprit ouvert, complètement. Ouais. Vous n'êtes pas confiné à Taïwan. Et du coup, j'aimerais savoir comment se passe la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a une vie nocturne active? Les boîtes de nuit sont encore ouvertes, n'est-ce pas? Oui, alors c'est vrai qu'ici, c'est vraiment particulier par rapport à l'Europe. Ici, rien n'a fermé. Le maximum qu'on ait eu, c'est que dans les bars, ils nous fassent asseoir une table sur deux. Ça, c'était la grande règle qu'il y a eu. À un certain moment aussi, dans les boîtes de nuit, ils ont obligé le port du masque, mais ça s'est arrêté là. Du coup, la vie nocturne, elle n'a pas été arrêtée. Non, je pense qu'elle a continué comme avant. Il y a une habitude taïwanaise qu'on a vue. On ne l'a pas encore adoptée, mais c'est dans l'agenda. Ils ont des restaurants ici qui sont assez connus. Ça, c'est vraiment dans la culture taïwanaise. C'est des grands restaurants avec des tables rondes dans lesquelles les gens viennent principalement le vendredi soir et le samedi soir, entre collègues, boire beaucoup de bière en général, manger un petit peu à côté. Et ça, c'est parmi les vies nocturnes traditionnelles, on va dire que ça, c'est la principale qu'on ait vue. La seconde, c'est des marchés de nuit. En Asie, c'est assez réputé. Donc, des marchés de nuit, il y en a dans tous les districts, dans tous les quartiers. C'est comme les marchés qu'on a, nous, en France, le week-end, sauf que là, c'est la nuit et les gens viennent pour manger, pour acheter n'importe quoi, du tofu, même parfois pour se faire tatouer, pour acheter des vêtements. Ça fait partie de la culture traditionnelle. Et puis ensuite, les jeunes, pour le coup, ont adopté beaucoup ce mode de vie occidental où le week-end, ils vont beaucoup dans les boîtes. Il y a de plus en plus de bars qui ouvrent. Voilà, je pense. Et puis aussi dans la vie nocturne taïwanaise, moi j'ai vécu quelque chose que j'avais jamais vécu en France, c'est les drag queen shows qui sont dans le quartier où on habitait avant. Il y avait une grande place avec plein de bars et puis avec des shows de drag queen où vraiment tout le monde s'amusait avec des lumières, etc. C'était vraiment dans ce quartier-là, c'est un peu une
une habitude nocturne des vendredis et samedis. Et c'est vraiment très plaisant parce que c'est hyper ouvert. Il n'y a jamais eu une bagarre, jamais eu un souci. Et ça fait chaud au cœur de passer dans ce quartier-là le soir. Et qu'est-ce que c'est un drag queen show? Alors, c'est pour ceux qu'on a vécu parce qu'on y est retourné. Parce que c'est vraiment très beau, c'est un vrai beau spectacle. On est sur une terrasse et puis il y a 5-6 danseuses, si je puis dire, qui se promènent entre les tables, chacune à leur tour en dansant sur une musique. Elles préparent leur show en fait. Et c'est vraiment un spectacle dans le bar. Oui. Alors, la particularité, c'est vrai que c'est des danseuses qui sont, entre guillemets, nées danseurs, mais qui se déguisent en femmes, qui abusent le maquillage, qui vont abuser sur les tenues, qui vont caricaturer un peu tout ça, et qui vont faire parfois ça va même presque être des parodies de musique, Lady Gaga ou Britney Spears, ce genre de D'accord. choses. Et comme disait Sarah, ça c'est quelque chose qui nous a presque choqués, mais dans le bon sens du terme. Il n'y a jamais eu, à aucun moment, il y a eu de la sécurité, à aucun moment, ces drag queens-là ont été d'une manière ou d'une autre menacées, se sont senties mal en fait. C'était quelque chose de très normal, c'était une normalité. Et elles ont pris très certainement les transports en commun, les métros dans ces tenues-là, qui sont très provocantes. Et aucun problème, quoi. Ça, c'était quelque chaud au cœur. Ouais, c'est quelque chose qui nous a vraiment plu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres différences culturelles marquantes dont vous aimeriez nous parler? Il y a beaucoup de différences en termes de politesse, je dirais. Alors, Oui, c'est vrai. c'est vrai que chaque culture a sa propre politesse. Par exemple, en France, ça va être laisser l'espace vital à la personne qu'on ne connaît pas. Ça va être prendre un peu de recul. Je ne sais pas trop comment dire ça. À Taïwan, la politesse, c'est vrai qu'elle est assez différente. C'est des gens qui vont aider très rapidement. Ils sont là enfin, ils tendent la main assez rapidement quand même. Et c'est des gens aussi un petit peu discrets. Je ne sais pas comment dire. Je vois qu'il y a des différences. Je n'arriverai pas nécessairement à mettre des mots dessus. En fait, je pense qu'on n'a pas le même degré de politesse entre les deux cultures. Et du coup, par rapport à ce que nous, on a connu, et puis dans ce qu'on a grandi, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui nous ont marquées. Dans les convenience stores, donc 7-Eleven, iLife, etc., où on peut y aller 24 heures sur 24, c'est vrai qu'au début de mon voyage, quand je payais à la caisse et que je sortais, je disais toujours au revoir. Et quand ils ont du monde, etc., ils répondent pas. Et encore une fois, des fois en France, quand on sort d'un magasin, qu'on dit au revoir et puis que la personne nous regarde mais ne répond pas, on se fait la remarque, bah, elle pourrait me dire au revoir quand même. Ouais. Alors qu'à Taïwan, ne pas dire au revoir, c'est pas grave. Ne pas dire bonjour au chauffeur de bus quand on monte dedans, c'est pas grave. On va en attendre moins des gens en fait. Enfin, c'est pas forcément moins parce que c'est peut-être nous qui en demandons trop, mais c'est pas pareil en fait. Ouais. Le bonjour, le au revoir, le merci, c'est important, ils se disent, mais c'est pas non plus deux personnes vont pas se critiquer parce qu'elles le font pas en fait. Moi, c'est le merci qui m'a le plus choqué. C'est par exemple tenir la porte à quelqu'un, je sais pas, on rentre, on lui tient la porte au passage. C'est vrai qu'instinctivement, on s'attend quand même à un merci. Celui-là, non, on l'a pas. C'est des habitudes françaises en fait. Ouais, c'est des habitudes qui sont très Complètement. proches. Et pour eux, c'est pas du tout mal poli, quoi. Puis maintenant, on s'en fiche. Ouais, complètement. Ouais, parfois, ça va un peu plus loin. C'est comme se moucher. Bah, quand on est un peu enrhumé, en France, la politesse veut qu'on se mouche. Tandis qu'ici, c'est plutôt quelque chose qui est vu comme pas propre, puisqu'on va avoir du mucus autour de la bouche, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que pour nous, quelque chose qui nous paraît poli, si on le faisait devant eux, ils le prendraient peut-être un petit peu mal, et vice-versa. Et alors du coup, vous ne vous mouchez pas en public? Moi, j'ai toujours pas été enrhumé. Merci. D'accord. Mais non, du coup, non, je pense qu'on pourrait le faire, ils nous diraient rien, mais ça m'étonnerait pas qu'ils nous regardent un petit peu bizarrement. Et alors du coup, dans le cadre du travail, parce qu'on a parlé de votre PVT, mais ce n'est pas tout, puisque vous avez quand même tous les deux trouvé respectivement un emploi et vous avez un permis de travail. Vous allez nous détailler un petit peu les détails administratifs et à savoir, est-ce que ça a été facile de trouver un travail? Est-ce que vous avez aussi eu besoin de vous adapter dans ce nouveau monde du travail taïwanais? Ou est-ce que c'était hyper simple et qu'il n'y a rien à dire de spécial?
Je sais pas. Je me suis emballée, je voulais poser trop de questions. Je suis désolée, prenez-les une par une. Une par une. Alors, vous avez tous les deux un travail. Oui, donc on a tous les deux trouvé un travail il y a à peu près 3 semaines, un mois d'écart maximum. Du coup, quand on est arrivé, vu qu'en plus, du coup, à la base, on devait partir à l'étranger avec le travail et qu'on est parti un peu en un mois au dernier moment à Taïwan, quand on est arrivé, on s'est posé plein de questions. Qu'est-ce qu'on accepte comme emploi? Est-ce qu'on reste dans nos catégories d'emploi? Donc l'ingénierie pour Elias et moi, les ressources humaines. Est-ce qu'on accepte tout pour avoir de l'argent ou est-ce qu'on veut un temps partiel pour avoir le temps de visiter? On s'est posé vraiment beaucoup de questions. Parce qu'on ne voyait pas peut-être au début de Taïwan comme un tremplin professionnel, mais plus comme un permis vacances-travail. Oui, c'est ça. Et au final, moi, ici, j'ai eu des entretiens pour tout ce qui va être ménage, en français, aide pour les logements, Airbnb, tout ça. Et puis, j'étais au début prête à les accepter, en me disant il faut quand même qu'on travaille, etc. Et puis, au final, je me suis dit non, si on n'a plus d'argent à Taïwan ou si ça se passe mal, c'est pas grave, on rentrera. Mais j'ai pas non plus envie alors je parle pour moi, hein, de retourner dans ce que j'ai fait pendant 5 ans en job étudiant. Du coup, on s'est dit, bon, on prend un peu plus de temps pour chercher un boulot et on reste dans approximativement notre domaine et au moins du tertiaire. Tertiaire technique pour toi, mais voilà. Du coup, on a cherché sur le site 104. Notez-le si vous voulez venir à Taïwan. Donc, c'est le site où il y a toutes les offres d'emploi. Et nous, on a été feignants mais pragmatiques. On a tapé French dans la barre de recherche. Vu qu'on ne parle pas mandarin. Et du coup, c'est comme ça que moi, j'ai pu passer des entretiens et que j'ai trouvé mon travail. Et après, Elias, si je ne dis pas de bêtises, tu as trouvé via Facebook. C'est ça, il y a beaucoup de pages Facebook, enfin de groupes Facebook pour des étrangers à Taïwan qui sont à la recherche de travail. Il y en a au moins 3 ou 4, je dirais. Pareil, moi qui étais ingénieur du coup en France, j'étais vraiment prêt à tout. Forcément ingénieur de préférence, mais prêt à tout. Et puis en écumant les annonces, j'ai trouvé au départ un stage dans le digital marketing. Et puis cette boîte a accepté de me prendre. Et de fil en aiguille, un des ingénieurs a quitté la boîte. Ils m'ont volontiers proposé le travail. Je pense qu'on se sent tous les deux très chanceux de ce qui nous est arrivé. Mais on ne se cache pas que pour en arriver là, on a quand même, ça a été des heures, enfin, voire des jours de recherche. C'est plusieurs dizaines de lettres de motivation écrites en anglais, c'est refaire les CV, c'est des choses comme ça. En soi, je pense que le message important là-dedans, c'est que tout est possible. On en connaît plein, des gens comme nous qui ont débarqué sans parler le mandarin, etc. et qui ont réussi à trouver un travail qui leur plaît. Mais même si c'est possible, je pense que ça demande un sacré investissement. Un sacré investissement, un sacré effort. Retrouvez la suite de cet épisode avec Sarah et Elias la semaine prochaine. Nous avons encore plein de sujets à aborder, et notamment les loisirs, la sécurité, la santé et la météo par exemple. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir l'épisode. À bientôt! Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!